Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, pas la peine d'être malade pour pousser les portes du musée de la médecine. Aujourd'hui, voyage dans le temps et l'histoire. Entre Istanbul et Paris, les fondatrices de la maison Diche Hayek nous parlent de leur vision du chic et de la mode entre deux terres. Si vous pensiez que porter un simple t-shirt était anodin, détrompez-vous. Retour sur l'histoire d'une pièce iconique. Transmis de père en fils depuis 3 générations, le savoir-faire du cristal taillé a encore de beaux jours devant lui. C'est le geste. Avant de rencontrer les créatrices de la marque Diche Hayek, tout de suite point de vue. La Vénus de Milo, représentant la déesse Aphrodite, est sans doute l'une des statues les plus célèbres. Mais où sont ses bras? Façonnée au IIe siècle avant notre ère, la Vénus fut découverte en 1820 par un paysan d'une île des Cyclades. Mais à ce moment, les bras manquaient déjà à l'appel. L'année suivante, on souhaite montrer la statue au public, mais pas question de la présenter comme cela. On demande alors à un sculpteur de lui en fabriquer des nouveaux. Ils seront retirés plus tard, laissant le mystère perdurer. Si l'on connaît souvent le nom de l'artiste, qu'en-est-il de celui du modèle? Le talent et la célébrité des créateurs a peu à peu effacé l'histoire de leur muse. Mais savez-vous qui se cache derrière la naissance de Vénus de Botticelli, la dame à l'Hermine de Vinci ou encore la femme qui pleure de Picasso? L'autrice Marie-Isabelle Tadei rend à travers l'ouvrage La Galerie des Inconnus célèbres hommage à ces personnes au destin souvent rocambolesque qui furent les sources d'inspiration des peintres. La salopette, ce vêtement de travail créé à Lyon en 1844, a traversé l'histoire. Elle était prévue à l'origine pour être portée au-dessus des vêtements. À la base destinée à des travaux utilitaires, à l'agriculture ou la pêche, elle permettait de protéger celui qui la portait. Elle tire d'ailleurs son nom des termes sale et salope, qui signifiaient à l'époque crasseux, boueux. En 1850, la marque Levi's déposera son propre modèle en dénime, lançant alors l'avènement de cette pièce du dressing, culottée la salopette. Ces drôles d'instruments sont les ancêtres de la chirurgie moderne, aujourd'hui visite atypique du musée de la médecine. Quand on passe la porte de ce musée, on est un petit peu hors du temps avec tous ces visages qui nous guident et qui parleraient presque à nos oreilles pour nous dire voilà l'histoire de la médecine. Il fut un temps pas si lointain où infection rimait avec amputation et où l'anesthésie n'existait pas encore. Bienvenue au musée de l'histoire de la médecine, installé depuis les années 50 dans l'ancienne bibliothèque du collège de chirurgie, aujourd'hui l'université René Descartes. Il s'agissait de présenter les instruments de chirurgie anciens dans un but pédagogique. Aujourd'hui, dans la première année de médecine, il y a des cours d'histoire de la médecine. Donc il y a toujours cette pédagogie de connaître les racines et l'histoire de son métier pour mieux se projeter dans l'avenir. De l'embaumement des pharaons à la découverte du microscope, le musée retrace des millénaires de tâtonnements et d'innovations scientifiques. Il débuta au XVIIIe siècle avec la collection du docteur Lafaille, un passionné de chirurgie, cette branche longtemps méprisée par la profession. À l'origine et depuis l'époque médiévale, on séparait les chirurgiens qui étaient des arracheurs de dents, qui travaillaient sur les places du village ou dans les foires, qui avaient un enseignement empirique, pragmatique, et on les opposait aux Thomas Diafoirus, c'est-à-dire les médecins de robe longue, qui avaient été enseignés à la faculté de médecine en latin, et qui procédait de la médecine dite théorique, héritière d'Hippocrate, des 4 humeurs. Et donc, c'est eux qui font les saignées, qui font les clistères, les lavements. Ce sentiment de supériorité prendra un tournant en 1886 lorsque le roi Louis XIV se fait opérer d'une douloureuse fistule anale par le chirurgien Félix. Une opération périlleuse pour l'époque, dont le musée conserve encore le fameux bistouri. Tout s'est très bien passé, alors ça va lancer la mode de l'opération de la fistule, et même ceux qui n'avaient pas de fistule se faisaient opérer. Donc c'est pour vous dire le succès impressionnant qu'a pu avoir cette opération, mais grâce à laquelle la chirurgie n'était plus le parent pauvre, elle a eu droit à avoir son collège avec, et ce qui est très important, un amphithéâtre
de dissection où justement on va pouvoir apprendre l'anatomie en disséquant des corps humains. Une évolution dans la pratique de l'enseignement médical qui s'accompagne d'une autre avancée scientifique, la pétrification. Une technique de conservation chimique du corps humain découverte par l'italien Efisio Marini et présentée lors de l'exposition universelle de 1867 sous la forme de ce guéridon quelque peu macabre. Il y a de la cervelle, des poumons, de la bile, du sang, des os découpés, et puis un pied et 4 oreilles séchées. Là, on touche en effet l'idée qu'on peut ramener à la vie, ou tout du moins redonner l'aspect du naturel, du vivant, à des éléments humains qui ont été pétrifiés, puisqu'il y a du barium, il y a de l'arsenic, il y a du mercure. Et donc, Efisio propose ces techniques-là pour se substituer à ce qui était pratiqué, mais au moment où il fait cette table, c'est-à-dire les cires anatomiques. C'est-à-dire qu'on a fait en cire tous les organes, une fois sain, et un exemplaire pour chaque maladie. Ce sont les fameuses cires anatomiques de Dupuytren. L'histoire de la médecine, c'est aussi celle des maladies mentales que l'on tente au XIXe siècle de soigner par la simple électricité statique. Il s'agit de faire tourner le disque en verre que vous avez ici, comme la règle que vous frottez sur votre pulpe pour faire de l'électricité statique. Elle est récupérée par les tubes que vous avez ici. En l'occurrence, ça soignait strictement rien. Vous vous retrouviez avec les cheveux dressés sur la tête, mais ça participe, là encore, du tâtonnement scientifique de la fin du 19e qui essaye d'utiliser tous les moyens qu'elle a à sa ressource et de voir si c'est utile ou pas utile à la médecine. D'expérimentation en découverte, la médecine a fait un long chemin depuis les Égyptiens. Puisant leurs inspirations à travers les cultures et histoires d'Istanbul et de Paris, Etche et Ayşe nous parlent de mode en version 100% chic. Dans mes créations, ce que m'inspire, c'est les formes évidemment très construites, inspirées de l'architecture, avec une structure dessous, dépendant de volume bien sûr. Intemporel et structuré, le style d'Etche Kayek traverse le temps et les frontières avec élégance et légèreté. Fondé en 1992 par la designer turque Etche Ece et sa sœur Ayşe, gestionnaire de la marque, le tandem navigue entre Paris et Istanbul et ne cesse depuis 30 ans de faire des étincelles sur la scène de la haute couture française. Quand vous êtes associé avec quelqu'un dans la famille, ça fait plus de confiance, de confort, d'aisance, je dirais. Mais bien sûr, il y a des conflits après, normal, entre deux sœurs. On s'énerve, mais dans 5 minutes, tout est calme. On fait la paix. C'est la seule chose que ça peut arriver quand vous êtes seul. Une confiance à toute épreuve qui fait mouche aussi bien dans les défilés que dans leur boutique à Saint-Germain-des-Prés où Etche décline ses inspirations couture en version prêt-à-porter, élégante et confortable. Ah, c'est mieux comme ça. OK. Et côté, super joli. Et tu enlèves le menton? C'est une robe jogging. Elle est tellement confortable. Vous voyez, c'est en crêpe de soie, fluide. Vous êtes bien dedans avec des poches très importantes. Et puis le petit nœud asymétrique au dos, qui est touche finale. Vous voyez, juste au lieu de bretelles, on a utilisé notre signature broderie, toute simple, intemporelle pour moi. Une simplicité apparente à laquelle Etche ajoute toujours son sens du détail. Par exemple, sur cette veste, flanelle gris, c'est une de mes matières préférées pour l'hiver. C'est un tissu d'homme. J'adore le transformer en femme, mais avec des manches tricotées, par exemple. C'est simple, c'est pas brodé, mais quand même avec un détail qui s'ajoute. J'aime bien les matières à l'ancienne, notamment crêpe de laine, ça marche toujours. Par exemple, quand il y a une chose qui brille comme ça, sur une base mate comme crêpe de laine, marche très bien parce qu'il y a un contraste de sombre
et de brillant. Si la couleur s'invite parfois dans la garde-robe de Dice Kayek, la créatrice voue un véritable culte aux classiques noir, blanc et bleu marine qui habillent ses silhouettes gracieuses et sculpturales tout en volute et en volant. Ece, ma sœur, qui est tellement précise sur les qualités, etc. C'est des pièces uniques, tout travaillé à la main. C'est pas de prêt-à-porter que vous voyez, disons, partout. Une précision dans le choix des coupes et des matières qui conquiert encore aujourd'hui dans le monde entier, de l'Asie aux États-Unis en passant par le Moyen-Orient et les terrasses parisiennes. J'ai des clients qui viennent me dire je porte ta robe encore. Il y a 10 ans que j'ai acheté et c'est toujours à la mode. Donc, c'est des vêtements, comme on dit, ageless, timeless en anglais. Enfin, si le temps n'a pas de prise sur les collections de Dice Kayek, la marque de luxe continue de forger son identité à travers des courts-métrages allégoriques et humoristiques ancrés dans leur temps. I'm nobody. Nobody's perfect. Therefore, I'm perfect. Genius. With a heart. Bonjour Ayşe, bonjour Ece. Bonjour. Vous avez grandi parmi deux cultures, turque et française. Et comment cette enfance, entourée d'un père antiquaire joaillier qui vous a déjà initié aux belles choses bien faites, vous inspire encore aujourd'hui? C'est vrai. Mon role model est mon père et ma maman aussi, qui était une femme extrêmement chic. À cette époque-là, les gens se faisaient faire des vêtements en dessinant. C'était le cas de ma maman. Donc déjà, j'ai eu cette culture de commander des choses, des vêtements, et faire spécialement pour soi-même. Et mon père était antiquaire et joaillier aussi, comme vous avez dit. Et moi, j'étais au lycée et je dessinais des colliers, spécialement colliers, étaient très à la mode. Et il faisait faire aussi. Donc voilà, j'ai été initiée comme ça à ce que je fais aujourd'hui, je pense, grâce à mes parents. Donc Ece, vous avez toujours été créative, vous avez toujours été la tête du duo, du binôme que vous faites. Et vous, Ayşe? Je l'aide. Vous l'aidez? Exactement. Et quand on a commencé Dice Kayek, j'étais dans la production pour tous les marques. Donc on voulait faire ensemble avec Ece, donc on a commencé. Alors Ece, vous êtes partie à Paris, à S-Mode, pour faire des études de mode. Est-ce que ça a été une évidence tout de suite, oui, je veux faire de la mode, ou est-ce qu'il y a eu d'autres options? Première option, c'était gémologie et éventuellement devenir joaillière après. Mais ensuite, j'ai viré à la mode. Et ensuite, juste après l'école, j'ai lancé ma marque. Oui, vous avez lancé votre marque avec une collection de chemises blanches en popeline de coton. Et ça a tout de suite fait un tabac. Tout a commencé par là. Et voilà, on a trouvé cette sublissime matière qui croustille. Donc, on avait trouvé des métrages tissés par des métiers à l'ancien en Turquie, à Istanbul. Donc, on a commencé à faire cette première collection des chemisiers qui se démarquait vraiment. C'était incroyable. Alors, vous l'avez dit, ça crissait sous la main, ce coton, ce qui implique que vous aimez les matières structurées, les tissus qui se tiennent. Vous avez dit une fois que vous vous inspirez énormément de l'architecture, et vos vêtements d'ailleurs sont construites presque comme une maison. Elles sont soutenues par le bas. Je dis toujours aussi, c'est une lutte. Contre la gravité. Oui, exactement. La première importance, c'est la matière. D'après une matière, je trouve la forme, parce qu'il faut que je touche le tissu d'abord. Et comme vous dites, en général, c'est des tissus qui tiennent. C'est des tissus ronds, qui n'ont pas beaucoup de poids, mais qui ont une forme. Et ça fait des très belles pièces construites, oui, c'est vrai. Il y a une collection en particulier sur laquelle j'aimerais revenir, c'est Istanbul Contrast, que vous avez sorti en 2010, qui a fait le tour du monde et qui est resté dans la collection permanente du Victoria Albert Museum. Elle résume quand même assez bien l'esprit d'Dice Kayek, ses origines orientales à laquelle vous rendez toujours hommage.
Oui, c'est une collection qui raconte une ville historique comme Istanbul depuis sa fondation. C'est une ville qui a reçu beaucoup de civilisations, beaucoup d'ethnies. Aujourd'hui, tout vit ensemble. Donc, il y a une harmonie très contrastée. Il y a l'architecture, il y a la modernité, il y a les nuits nocturnes istanbouliotes très fameuses. C'est pour ça que ça s'appelait Istanbul Contrast. Donc, c'est une ville de contraste qui nous touche beaucoup, Istanbul. Et aujourd'hui, la mode a évolué. Voilà, on ne consomme pas la mode comme on l'a consommée il y a 20 ans, par exemple. On va dire on produit moins, mais mieux. Comment vous adaptez vos collections à ce mouvement? On produit peu. On ne produit même pas une pièce de plus que les gens qui en commandent. Donc, on ne peut pas gaspiller les tissus, quoi que ce soit. L'énergie. Et l'énergie, donc il y a un grand respect. De toute façon, on faisait ça depuis très longtemps. Juste un mot sur les couleurs, Ece. Les couleurs de DJKX sont traditionnellement plutôt sombres, bleu marine, noir, Blanc, mais blanc. gris. Il y a eu des j'adore. collections aussi qui étaient extrêmement flamboyantes, avec du rose fuchsia, avec beaucoup de couleurs. Mais globalement, les couleurs de la marque sont plutôt sombres. Ah, j'adore ça. C'est tellement classe. Vous ne vous trompez pas. Vous trouvez toujours des chaussures et des sacs qui vont avec. Donc, ce n'est pas pénible pour une femme. Ça devient des vêtements intemporels parce qu'un petit manteau noir, c'est éternel. Ça ne peut pas se tromper. Vous voyez, vous le mettez et hop, vous êtes très bien habillé. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. La pièce que tout le monde a dans son armoire, c'est bien le t-shirt. Véritable vecteur de message, on a décrypté ce fashion symbol dans En Mode. C'est peut-être la pièce la plus importante de l'histoire du vêtement moderne. Elle est tellement évidente qu'on l'oublierait presque, mais fait pourtant l'objet d'un véritable culte et d'une histoire très politique. On parle bien sûr du t-shirt. Il est ce qu'on appelle le basique par excellence, simple, pratique, confortable et unisexe. Mais sur les podiums, il devient une pièce stratégique, celle qui montre qu'un créateur sait couper un vêtement. Tout est affaire d'équilibre entre longueur, volume, tombée d'épaule et poids de la matière, généralement du coton, pour donner une allure à la fois cool et habillée. Mais revenons sur son histoire. Le t-shirt tel qu'on le connaît est né au 19e siècle et popularisé au début du 20e chez les marins anglais, puis chez les militaires et chez les ouvriers américains. Dès les années 1900, les marques Hanes et Fruit of the Loom le commercialisent en tant que sous-vêtement. Elle reste jusqu'à aujourd'hui parmi ses plus grands producteurs et incarne l'histoire des t-shirts de promotion et de protestation qui retracent à eux seuls l'évolution politique et culturelle de l'Europe ou des États-Unis. Depuis les années 50, quand les acteurs hollywoodiens lui ouvrent les portes de la garde-robe moderne, il fait partie du paysage et se décline sous toutes ses formes. Chez Dior Homme, Kim Jones lui donne des airs sophistiqués en le superposant à une chemise et un pantalon de costume. Chez Cochet, Christelle Cochet aime l'anoblir en l'associant à des matières précieuses dans une démarche démocratique qui brouille les frontières entre les codes du streetwear et le vêtement de luxe. Elle le décline même en pièce du soir dans une version asymétrique bordée de plumes, contre-pied de la robe cocktail étriquée. Mais aujourd'hui encore, l'histoire du t-shirt est restée politique. En 2021, Esther Manas en parsème toute sa collection dans des versions hybrides et transparentes pour prouver qu'une mode haut de gamme et sophistiquée peut convenir à toutes les formes de corps et pas seulement à ceux des femmes très minces. L'année d'avant, il faisait l'objet d'un débat sur l'appropriation du corps des Françaises lorsqu'Emmanuel Macron a jugé indécent de porter un modèle laissant voir le nombril.
Depuis, ce t-shirt court appelé crop top est partout sur les podiums, y compris dans les collections hommes, comme celle de Ludovic de Saint-Cernin. En questionnant les normes du vestiaire masculin, il poursuit discrètement son destin révolutionnaire et rappelle que le vêtement le plus passe-partout est parfois le plus apte à changer les mentalités. Pur et fragile, le cristal se plie pourtant aux envies de la maison Benito. Tailleur de cristal, Franck nous éclaire sur ce savoir-faire précieux. C'est un métier qui, au départ, est un métier de longue haleine. C'est-à-dire qu'on fait ses gammes, on apprend le métier petit à petit. C'est une passion familiale aussi parce qu'on a tous été touchés par la matière et surtout par la sculpture de cristal qui permet de révéler la matière. Dans les traces de son grand-père tailleur de verre, puis de son père tailleur de cristal, Franck Benito continue à son tour de sculpter et de faire scintiller cette matière si particulière. Il y a une composition de minium de plomb qui fait que la matière cristal est plus tendre, plus scintillante et plus facile à travailler en termes de taille. Au maître d'art ensuite de façonner ses pièces de manière à trouver le mariage parfait entre forme et motif. Donc là, je fais juste des traits de repérage. J'utilise le répartiteur parce que j'ai décidé du nombre de motifs. Sur une forme, on va faire au moins une dizaine de dessins différents pour essayer de trouver vraiment le dessin qui se marie le mieux à la forme. Ce métier, on l'explique souvent, c'est un peu comme un laboratoire. On teste beaucoup de choses jusqu'à temps qu'on trouve un objet qui nous plaise. Et ça, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas le savoir. Avant de se lancer dans ce long travail d'expérimentation, Franck Benito profile ses meules à la main. Des meules traditionnelles en grès et en liège pour un travail de précision de l'ébauche aux finitions. Là, vous avez une meule qui est assez fine. Celle-ci, c'est une meule qui dégrossit, qui attaque énormément, donc qui est un petit peu dangereuse, mais elle enlève vraiment énormément de matière. Si au départ, on n'utilise pas le bon grain, au final, on n'aura pas le même résultat. Donc, d'où l'expérience du métier qui permet de choisir très rapidement le grain, la forme, la dimension de la meule qui va permettre de travailler. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le mat, c'est-à-dire créer une partie avec des biseaux mat pour faire un contraste entre le brillant et le mat. Donc ça, c'est une partie qui se fait vraiment à l'œil. Donc il faut vraiment positionner les biseaux au bon endroit. Donc il faut vraiment être bien placé et bien voir ce que l'on fait. Parce qu'on ne peut pas récupérer. Il faut être assez détendu pour faire ça. Là, ça nécessite beaucoup de précision. De pièce en pièce, Franck Benito crée un jeu de facettes et de contrastes. Et s'il continue toujours le motif signature de son père, l'étoile à 32 facettes, le maître d'art n'hésite pas à s'aventurer sur d'autres terrains. Dans les pièces contemporaines, maintenant, je joue beaucoup avec le sablage, les côtés un peu pas finis, on va dire, pour créer des gros contrastes, comme dans le vase que vous voyez là-bas. Alors que dans des pièces classiques comme l'œuf vert, là, on est vraiment sur un travail de polissage à la meule et finition à l'acide. Une finition à l'acide pour un brillant éclatant qui peut également s'obtenir grâce à cette poudre rose bien connue des diamantaires. Ça, c'est ce qu'on appelle de la super série 425. Donc, cette poudre qui existe depuis, je pense, au moins 150 ans, lorsque vous la mélangez avec de l'eau et que vous la mettez au contact de meules de feutre ou des meules de drap, ça c'est du drap, eh bien ça permet de faire briller la pièce. Vraiment de passer du mat, du polissage, à une partie très brillante. Et c'est l'étape sur laquelle il faut être intransigeant parce qu'il ne faut pas avoir des lueurs de fumée. Il faut vraiment que tout soit très très brillant pour que la pièce soit vraiment belle.
Des reflets scintillants dans les règles de l'art, aux maths de style art déco, l'atelier Benito continue d'explorer le champ des possibles et peut toujours compter sur sa bonne étoile. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!